Bonjour, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. J'avais envie d'aborder un sujet issu de ma propre réflexion, à savoir comment ça se fait qu'il y a des êtres éveillés, réalisés, qui semblent, je dirais en tout cas, qui ont l'air d'être dépressifs, d'autres qui vont être dans une forme de ce qui me fait à moi ressentir une forme de toute puissance. Je suis Dieu, je peux tout manifester, tout est moi, et tout ça. Et puis surtout, cette forme d'indifférence vis-à-vis du monde, de la vie, et peut-être aussi de la souffrance. Je vais plutôt aborder la question de comment se fait-il qu'il y ait chez certains êtres éveillés, réalisés, une indifférence la plus totale, ou quasiment, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis de ce qui se passe même peut-être et sûrement autour de soi, dans mon environnement. Quand je dis mon, je me mets à la place de ces personnes. Et même ce qui me touche ne me touche plus. Ça peut être assez activant lorsqu'on est en face de ce genre de personnes. Personnellement, en tout cas, ça a beaucoup activé pendant un sacré bout de temps et ça a beaucoup aussi lutté contre ça parce que surtout et particulièrement quand ces personnes souhaitent accompagner des gens qui souffrent. Je vois mal comment on peut accompagner des gens qui souffrent quand on y est fermé, quand ça se rejoint pas. Mais ici, encore une fois, je ne partage que mon regard. C'est juste le fruit de ma réflexion et aussi d'échanges et de recherches que j'ai pu avoir. Je vois trois choses en fait dans la vie d'une personne. Et ici, je m'inclus dans mes propos, bien évidemment. Au départ, la personne est complètement collée à son histoire, complètement dans son histoire même, je pourrais dire, dans ses croyances, dans ses schémas, dans sa propre vision du monde, qui peut être, alors on a tous de toute manière, quoi qu'il arrive, une certaine manière d'interpréter le monde, de le voir, ça c'est certain, qu'on soit éveillé, réalisé ou pas. Disons que quand on est collé au personnage, on est vraiment collé et identifié aussi, c'est blindé d'identification des croyances comme par exemple je suis timide, je suis agressif ou je suis feignant. Là j'emploie exprès des qualificatifs qui mettent en souffrance, bien évidemment. Ça peut être aussi, vous voyez toutes ces choses-là qui génèrent un certain comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même surtout et avant tout. Et du coup, c'est collé à ça parce que c'est profondément ancré. Donc ça génère bien souvent de la souffrance, soit pour soi-même, soit pour les autres. Ici, je pourrais parler aussi de la personnalité narcissique qui a plutôt tendance à, dans la matière, on va dire, à générer de la souffrance autour d'elle, plus que pour elle-même, même si, bien évidemment, il y a une souffrance à l'intérieur d'elle-même, mais elle n'est pas ressentie, et c'est donc pour cette raison qu'elle va la projeter à l'extérieur, sa souffrance, parce qu'elle ne la ressent pas à l'intérieur, en gros. Je m'égare. C'est reparti pour un tour. Donc, j'en étais où? Donc voilà, il y a ce niveau-là où
nous sommes collés vraiment à notre histoire, à nos croyances et tout ça. Et du coup, la vision du monde est plutôt, on va dire, avec comme, vous savez, les chevaux là, avec des œillères. Voilà, je vois que une partie de la réalité. De mon regard aussi, il y a un deuxième état de conscience, c'est la conscience de ce que je vis. C'est-à-dire que là, ça commence, et c'est ce qui se fait dans un travail thérapeutique, je commence à me regarder. Je commence à interroger. C'est le regard qui est curieux. Je suis curieux, curieuse, de ce qui m'anime, de ce que je vis, de ce que l'autre vit. Je commence à interroger ma vision du monde. Je commence à interroger tout ça. Et ça, c'est un travail, ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail qui s'effectue petit à petit, souvent lors d'une psychothérapie. De là, on commence à muscler, si je puis dire, un certain regard qu'on appelle le regard méta. Ce regard méta, à un moment donné, il apparaît et il continue à se muscler. Donc, ce regard méta, il est curieux et il a envie aussi de démêler les croyances, les schémas et tout ça. Donc, c'est là que la personne commence à douter, d'ailleurs, de ce que je vis. Je doute de ce que je crois. Je doute pas de ce que je vis, mais de la manière dont je le vis. Et aussi de la manière dont évolue le monde. Ça peut être aussi ça. Mon environnement et tout ça. Bref, c'est très curieux. Et ça, c'est le regard méta. Ce regard méta, à un moment donné, il est bien présent. Et ça devient de moins en moins difficile de le travailler. C'est presque un automatisme du coup. Et c'est ce qui permet de se décoller des histoires. Ce qui ne veut pas dire que c'est systématique non plus. Hein. Parfois, ça peut arriver aussi de recoller à l'histoire. Mais voilà, ça fait partie du travail en fait, hein, du travail introspectif et tout ça. J'aime pas dire ce mot. Travail, je préfère dire découverte, parce que c'est vraiment ça. Et on pourrait dire un travail de recherche, hein, du coup, puisque c'est curieux, je cherche à savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de moi, comment c'est possible, pourquoi je me sens feignant, par exemple, ou pourquoi je me sens... pourquoi j'ai ces pensées-là de moi-même, et puis aussi des autres, hein, oula, ça aussi, je peux penser beaucoup de choses des autres. Donc voilà. Donc ça, c'est le regard méta, et petit à petit, ce regard méta, il prend de plus en plus de place, si je puis dire aussi. Il prend sa place, ce qui ne veut pas dire que ça n'élimine pas l'ego, ce qu'on nomme l'ego. Moi, j'aime bien parler aussi et différencier ego et mental, mais bon, ce sera peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse. L'ego, c'est le petit moi. Donc, voilà, le petit moi. J'aime bien le petit moi. Mais je dirais que l'ego, c'est le petit moi qui a été blessé. Le petit moi qui a peur. Donc, voilà. Donc, ce regard méta apporte du soin sur ce petit moi qui est blessé, qui a peur, etc., etc. Ça apporte du soin. Donc voilà, c'est tout un travail. Et à un moment donné, ce regard méta, il prend de plus en plus de place parce que c'est très bon à vivre hein, aussi, soyons clairs, parce que plus ça va, plus le monde commence à s'élargir, la vision du monde commence à... Ah ouais, ah oui, mais c'est pas forcément ce que je croyais. Hein. Donc c'est plutôt cool, ce truc-là. Et ça se fait vraiment avec douceur et au rythme surtout de chacun. C'est important, il me semble. Donc voilà.
Et puis, là, on va parler de l'éveil et la réalisation. L'éveil et la réalisation, je dirais que c'est le point zéro. C'est l'endroit où c'est complètement neutre. C'est-à-dire que peut-être aussi, à force de voir avec ce regard, mais non, pas forcément. Moi, c'est passé par là, mais apparemment, ça passe pas comme ça. Ça passe pas par là pour tout le monde, donc voilà, je ne peux parler que de mon expérience. Mais de mon regard, peut-être, et c'est vraiment une hypothèse, parce que c'est pas garanti que ce soit ça, mais peut-être aussi que de voir qu'il y a tout un possible de lecture du monde et des événements, que à un moment donné aussi, il y a une forme, il y a une neutralité qui s'impose, hein, tout simplement. Et voilà, mais je dirais quand même que il y a aussi ce truc que l'on nomme, enfin moi que j'aime bien nommer le point zéro. Il peut être nommé comme ça d'ailleurs, on peut le nommer absolu, etc. etc. Et à cet endroit, c'est vraiment la neutralité même. C'est-à-dire, ça voit, ça observe, sans commentaire, quoi qu'il se passe. Je fais un peu la grimace parce que quoi qu'il se passe, ici, justement, j'interroge. J'interroge parce que si quoi qu'il se passe, je suis complètement neutre, où est l'humanité? Vraiment, vraiment, est-ce que c'est encore incarné? Je pose la question, hein. Vraiment, parce que là, c'est inquiétant, je trouve. Voilà. L'idée pour moi, c'est plutôt une ouverture, hein, mais une ouverture aussi du cœur. Et mais ça aussi, l'ouverture du cœur, on pourrait en parler, parce que l'ouverture du cœur, c'est pas non plus dire amen à tout. C'est au contraire. Enfin voilà, c'est un autre sujet, mais voilà quoi. Donc j'avais envie d'apporter un élément de réponse. Ça ne veut pas dire que ce soit la réponse, mais il semble qu'il y ait des personnes qui n'aient pas eu ce regard méta, qui n'aient pas vraiment fait un travail sur elles-mêmes, qui n'aient pas vu aussi que ce monde peut être vu de manière tellement diversifiée au niveau de ses couleurs, que ça a pu basculer directement dans le point neutre par des enseignements ou autres. Euh, Peut-être des prises de champignons et tout ça et tout ça. Donc ça, voilà, je ne suis pas ici pour condamner ce genre de méthode. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que ça fait, c'est la vie qui fait ça aussi. Hein, donc il n'y a rien à en dire quelque part. Et à la fois, bah si, parce que nous sommes aussi humains. Et du coup, ces personnes-là sont comme, en tout cas c'est à ça que ça me fait penser, sont désinvesties. Elles sont désinvesties du vivant. C'est-à-dire que plus rien ne se passe. Voilà, donc c'est ce qui peut se produire et à mon avis, ce sont des personnes qui n'ont pas eu le regard méta, parce qu'avec le regard méta, c'est pour ça que de mon regard c'est très important, ce truc-là, c'est que il doit y avoir pour la bonne santé, hein, la bonne santé psychique et physique, il doit y avoir quand même, on dit qu'il n'y a pas de chemin, mais je pense que à la fois il doit y en avoir un. Quand je vois certains dégâts que ça peut causer. Voilà, alors certains c'est la forme, c'est l'humain, etc. Et on pourrait se dire oui, bon, chacun sa vie après tout, hein. Voilà, mais c'est pas dans ma philosophie en fait de vie. Et puis c'est pas, ça résonne pas ici, ce genre de propos. Donc c'est plutôt inquiet quand je vois ça, ou c'est coupé du vivant.
en fait. C'est coupé de la manifestation. C'est plus vraiment là. Et du coup, malgré tout, ça peut aussi, ces personnes-là peuvent être amenées à faire des accompagnements. Et ces accompagnements peuvent être vécus violemment, mais en général, du coup, les personnes s'en vont, en principe, si elles ne sont pas trop maso. Et ou c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de vivre ça aussi. C'est une possibilité, hein, parce que tout est possible. Donc voilà. Mais j'avais envie d'apporter cet élément de réponse et de comment d'insister, en tout cas pas insister, mais je dirais plutôt de porter l'attention sur vraiment ce regard qui me paraît vraiment important. Alors après, c'est peut-être pas impossible non plus pour ces personnes-là qui sont dans une neutralité quasi absolue. Je dis quasi parce que, à mon avis, si un jour la vie leur met une grande claque dans la figure, ça risque peut-être de les réveiller, et tant mieux, c'est une bonne chose. À mon avis, c'est quand même pas non plus impossible d'acquérir ce regard méta. Même si on est passé, on est dans le point zéro. C'est peut-être un peu plus dur parce que souvent ces personnes-là estiment qu'elles n'ont plus besoin de rien puisqu'elles sont dans une neutralité. Donc elles ne sentent rien, pour ainsi dire, plus grand-chose. Donc pour ça, bien souvent, ce qui va les réveiller, c'est la souffrance. Voilà. C'est une hypothèse, hein, encore une fois. Ce que je dis là, vraiment, parce que moi je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, ce que je dis n'est pas la vérité. D'accord? C'est juste mon regard. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment envie, oui, donc de faire cette vidéo pour parler de l'importance de ce regard méta. Voilà, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, parce que je suis psychopraticienne et que je fais de la psychothérapie. Et là, justement, je suis en train de faire un petit peu ma pub au passage. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. De base, ça me paraît important de, de suivre un certain chemin quand même si tous les chemins mènent à Rome, de toute manière, quoi qu'il arrive. C'est à chacun aussi de regarder ça, de voir et de sentir, et c'est complètement ok aussi de dire bah non, ça c'est pas ma vibe, quoi. Et du coup, de partir. C'est complètement ok. Voilà. Ou de rester d'ailleurs. Si, c'est ma vibe, moi je kiffe et tout, bah ok aussi en fait. Là, j'avais juste envie de partager mon regard là-dessus parce que j'ai pu entendre récemment des personnes qui vraiment sont dans le même état que j'étais il n'y a pas si longtemps, où je ne comprenais pas ce truc. Voilà. Et qui avaient le don vraiment de me mettre en colère parce que je trouvais ça, c'était vraiment vécu à l'intérieur de moi très violemment, parce que c'était pas relié. Et en fait, aujourd'hui, il y a plutôt de l'empathie vis-à-vis de ces personnes parce que c'est un peu, selon mon regard, coupé du vivant à cet endroit. Donc voilà. C'est le danger aussi, peut-être d'enseignement. C'est pas l'enseignement le problème. Là, je pense par exemple au neti-neti, mais peut-être aussi à la prise de champignons, etc. C'est pas l'outil le problème. C'est pas l'outil. C'est la manière dont on l'utilise. Voilà. Donc voilà, ça peut faire des dégâts, tout simplement. Et à la fois, c'est la vie. Alors ici, on pourrait entendre, quand tu dis c'est la vie, on dirait que tu es un peu... tu prends un peu ça au-dessus de la jambe et tout, mais pas du tout. Juste que un message aussi, c'est que
bien souvent la vie se sauve elle-même. C'est-à-dire que à partir du moment où je sens que ça souffre, je vais aller voir qui il faut pour ne plus souffrir. Et ici, je pointe le syndrome du sauveur qui voudrait que le monde soit différent. Ça se regarde aussi, ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère avoir mis de la clarté sur ça. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal, 23 minutes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.